Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour votre rendez-vous matinal. Nous sommes au 3e jour de la semaine et c'est toujours avec le même plaisir qu'on ouvre les antennes de la télévision ivoirienne et qu'on ouvre la Côte d'Ivoire au niveau de l'audiovisuel pour vous permettre de bien démarrer la journée. Justement, bien démarrer la journée, pour cela il faut avoir des informations utiles. Et en parlant d'informations, je voudrais demander à toutes les populations de Yopougon qui ne sont pas encore sorties de chez elles, il faut éviter l'autoroute parce qu'il y a eu un gros accident, donc il y a un gros risque d'embouteillage. C'est mieux de passer par le 4e pont. Sinon, nous on est calés, on est prêts, toute l'équipe en studio est prête et là, on va démarrer maintenant votre rendez-vous matinal pour vous permettre justement d'entrer de plein pied dans la journée. Bienvenue à Matin Bonheur. Bonjour à tous. La moitié du sud sera nuageuse au cours de la matinée. On observera en début de période quelques averses de pluie sur les régions du littoral. Partout ailleurs, le temps sera partiellement nuageux et ensoleillé. Côté température, on pourra observer 24 degrés pour la ville d'Abangourou, 25 degrés à Abidjan et à Diaké, 23 degrés à Bandoukou, 22 à Bouaké, 24 degrés dans la ville de Bouna, 23 degrés à Boundiali, 23 degrés également à Daloa, 24 à Dimbokro, 23 degrés pour les villes de Gagnoa et Guiglo, 22 à Kong et Korogo, 23 degrés à Man et Odiéné, 24 degrés à San Pedro, 23 degrés à Sassandra, 24 à Séguéla, 23 degrés pour les villes de Soubré et Tabou, 24 degrés à Tiasalé et 23 degrés à Yamoussoukro. Et bien l'après-midi, des passages nuageux accompagnés localement d'averses et d'orages intéresseront le sud forestier, le littoral et l'ouest. En milieu ou fin de période, l'ouest et le nord-ouest seront affectés par des orages et quelques pluies. Le reste du pays sera sous un ciel généralement nuageux. Et bien pour les températures, on aura 33 degrés à Bangourou, 32 degrés à Abidjan, 33 degrés pour les villes d'Adiaké, Bandoukou et Bouaké, 34 à Bouna, 33 à Boundiali, 34 degrés à Daloa et Dimbokro, 32 degrés à Gagnoa, 33 à Guiglo et Kong, 34 degrés à Korogo, 32 degrés pour la ville de Man, 34 degrés à Odiéné, 31 degrés à San Pedro et Sassandra, 34 à Séguéla, 33 à Soubré, 31 degrés à Tabou et Tiasalé, 32 degrés à Touba et enfin 33 degrés dans la ville de Yamoussoukro. Début de journée et déjà vous êtes sur RTI 1. Bonjour et merci de vous informer dans la matinale. 627 908 écoliers des classes de CM2 ont affronté hier l'examen du CEPE session 2024. En milieu rural, des centres d'examen se sont rapprochés de milliers de candidats, améliorant ainsi leurs conditions de composition. C'est le cas à Krofounsou, une sous-préfecture dans le département de Botro, au centre de la Côte d'Ivoire. Là-bas, écoliers et enseignants ralliaient les centres d'examen de la ville à pied, souvent dans des conditions pas trop aisées. Soro Corona, RTI Bouaké. À Ouainou, village du département de Botro, il est 19 h au domicile des Kouakou. Enoch révise ses dernières leçons pour les épreuves du CEP, certificat d'études primaires élémentaires et du concours d'entrée en 6e. Comme demain est l'examen, j'attends de réviser mes dernières leçons pour être prêt. Même décor et même exercice pour Aïcha à Tolakourou, un autre village de Botro. Pour le dernier examen, j'ai eu 166 points et demain, je pense faire plus pour faire plaisir à mes parents. Tôt le matin,
Avant le départ pour la composition, nos deux candidats reçoivent des consignes des parents. Ils ne vont pas tirer ailleurs pour venir vous donner. Ce que vous avez vu là, c'est dans vos programmes et c'est ça qu'ils vont vous donner. Tu as compris? Oui, j'ai compris. Je peux compter sur toi. Oui. D'abord, il faut te faire confiance toi-même. Nous avons eu 9 mois pour préparer ce jour. Donc tu vas écrire ce que tu as appris. Non à la tricherie. Ça va? À Kouroufounssou, une sous-préfecture du département, les tout-petits étaient obligés de parcourir 15 km pour composer. Toutes choses qui amenuisaient leurs chances d'admission. Il y avait 2 problèmes majeurs. Le premier problème était d'être à l'heure. Lorsque les enfants arrivaient la veille, il y avait un problème. Ou avoir un tuteur pour se faire héberger. Et ceux qui voulaient éviter ce problème des tuteurs venaient le jour même de la composition. Il y avait beaucoup de retard. Un enfant qui arrive la veille et qui n'a pas de tuteur, qui est obligé de dormir à la Belle Étoile, qu'est-ce que vous lui demandez comme rendement? Depuis l'année dernière, Kouroufounssou a son propre centre de composition. Un soulagement pour les parents et les acteurs locaux de l'éducation. Grâce aux efforts de monsieur l'inspecteur, l'année dernière, nous avons lancé la première édition qui s'est bien déroulée. Il y a eu une nette amélioration des résultats. Aïcha vient de finir la journée, elle s'est dit confiante. Tout ce qu'on a vu en classe, c'est le même sujet qu'on nous a donné et je pense que je serai admise pour l'entrée en 6e. À l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire du Boutro, ils sont 1095 candidats à frapper aux portes du premier cycle. Ils sont répartis dans 4 centres de composition. Les résultats du CEP, section 2024, sont prévus pour le 3 juin prochain. Rendons-nous à Ouribga, au Maroc, pour le mot de culture. Les 10 lauréats de la 24e édition du Festival international du cinéma africain connu, la Côte d'Ivoire s'en sort honorée à travers l'actrice et comédienne Nakissi Savané. La contribution de cette Ivoirienne au développement du 7e art africain a été reconnue au Maroc, nous disent nos envoyés spéciaux Fernand Conan et Jean-Marc Diadji. La lumière s'est éteinte à la cinémathèque du complexe culturel Mohamed VI de Koribga. Motif, le déroulement continu de la pellicule de la 24e édition du Festival international du cinéma africain de Koribga, FICAC, vient de prendre fin. Pour l'épilogue de cette fête du cinéma africain au royaume chérifien du Maroc, 10 prix ont été décernés aux meilleurs réalisateurs, acteurs, scénaristes, longs et courts-métrages. Le grand prix Ousmane Sambène du festival fut attribué au long métrage The Bride de la Rwandaise Myriam Birara. Je pense que l'avenir du cinéma, il est aussi dans les productions qu'on peut faire entre nous, les productions sud-sud. Il y a eu beaucoup d'autres prix, il y a eu un hommage et tout ça. Et je pense que de plus en plus, c'est vers ça qu'il faut qu'on tende pour que notre cinéma, disons le cinéma africain, puisse être compétitif. Ça me fait vraiment plaisir parce que je ne m'attendais pas à ça. Pour tous les films qu'on a regardés, il y a eu vraiment des grandes actrices dans ce film-là. Donc ça ne veut pas dire que je suis meilleure qu'elle, mais c'est juste pour cette festival que je viens de gagner. En revanche, le cinéma ivoirien sort honoré avec un hommage rendu à l'actrice et comédienne Nakissi Savané. Son cri et sa volonté de révolutionner la culture africaine fut entendu par la fondation du FICAC. J'ai débuté avec des copines qui avaient autant de talent, mais qui n'ont pas pu continuer parce que ces violences-là ont fait qu'elles ont dû mettre frein à leur carrière. Donc merci à mon maître, merci à Roger Nyouambala, à qui je rends hommage ici aussi, Henri Dupac, enfin tous ceux qui ont écrit des rôles pour moi. Le FICAC s'engage à promouvoir la portée sociale de l'esthétique cinématographique africaine. Je tiens à exprimer ma gratitude à tous ceux qui ont rendu possible cet événement exceptionnel, aux réalisateurs et aux producteurs pour leur travail exceptionnel. Le Festival international du cinéma africain de Koribga souffle cette année sa 47e bougie. Considéré comme l'un des festivals les plus anciens du Maroc, il est le 3e festival du film africain sur le continent.
Dans l'actualité internationale, la guerre russo-ukrainienne, les avoirs russes gelés dans l'Union européenne vont être utilisés pour financer le réarmement de l'Ukraine. Tous les 27 pays de l'Union européenne ont signé ce 21 mai l'accord acté le 8 mai 2024. En Afrique, le projet de restauration des paysages forestiers sur la Sellette, des experts estiment qu'il pourrait mettre en péril la biodiversité alors que ce projet vise à restaurer 129 millions d'hectares de terres dégradées à l'horizon 2030. Merci de votre attention. On se retrouve à 7 h pour un autre point de l'actualité. Voilà, merci à Léon Bro pour ce tour complet de l'actualité. Léon Bro, j'ai apprécié particulièrement l'élément avec Nakissi Savané, qui a été honoré au Maroc. C'est la preuve que la culture ivoirienne se porte très bien. Exactement. Nos artistes, on a l'impression qu'ils ne travaillent pas, mais dans l'ombre, ça bouge. Et justement, ça bouge tellement que ça rapporte des lauriers. On l'a vu avec l'actrice Nakissi Savané. Léon Bro, qu'on retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure à 7 h. Pour le deuxième point d'information, on est très heureux d'être en votre compagnie justement pour ce numéro de Matin Bonheur. On vous l'a dit, c'est toujours un plaisir immense de vous retrouver pour ouvrir les portes de la Côte d'Ivoire avec vous et surtout vous donner le peps qu'il faut pour bien démarrer la journée. Avant de poursuivre, bien évidemment, nous voulons donner une information qui n'est pas très reluisante. C'est celle du décès d'un devancier, d'un papa, d'un grand frère. Celui-là même qui a ouvert les portes de cette émission, qui a tracé les jalons avec lui, Yolande Quadio. Il s'agit de Soum Saint Félix qui a tiré sa révérence hier nuit. Nous avons appris la nouvelle et nous souhaitions la partager avec vous et surtout souhaiter que la terre lui soit légère. Et avec cette information, on a une pensée très profonde pour Selma Koulibaly, sa fille, Soum Saint Félix plutôt, Selma Soumaoro, sa fille qui appartient à l'édito de Matin Bonheur et à travers elle, on voudrait dire nos condoléances les plus attristées à toute la grande famille Soumaoro, que la terre lui soit légère. Voilà, on revient pour poursuivre notre émission et à la suite de Léon Bro, eh bien, on va ouvrir une nouvelle page d'information et c'est avec la revue des Unes. Revue des Unes qu'on démarre avec le quotidien Le Patriote qui nous dit que la Côte d'Ivoire est le pays souverain le mieux noté d'Afrique subsaharienne en termes d'encours de sa dette extérieure. C'est ce que révèle le dernier rapport de Standard & Poor's paru le 17 mai 2024. Et selon cette agence de notation américaine qui est reprise par Le Patriote, la Côte d'Ivoire croît sa puissance sur le continent. Et pour tout savoir sur cette information et la réaction du gouvernement ivoirien sur cette nouvelle performance économique, donc il faut lire le numéro de ce jour du Patriote. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, va effectuer une visite en Corée du Sud très bientôt. L'Inter qui en parle révèle les raisons profondes de ce voyage que va effectuer le chef de l'État dans ce pays d'Asie de l'Est. Et à côté de cette information, le confrère évoque le nouvel organigramme qu'aura le Rassemblement des eaux-fouettistes pour la démocratie et la paix dans les semaines à venir et également le remaniement ministériel à venir. Placement d'argent et recherche de gains élevés, attention, danger, c'est la mise en garde que fait le Trésor public ivoirien. Cette administration publique qui est citée par le quotidien Le Rassemblement met les populations donc en garde contre les structures de placement d'argent qui leur promettent des gains mirobolants. Le confrère donne des indications pour éviter de se faire gruger et révèle les risques qu'encourent les promoteurs véreux. Et puis, les présentations de condoléances à la famille de l'ex-président Henri Konan Bédié se poursuivent. Selon le Nouveau Réveil, l'émotion était à son comble hier avec les passages notamment de la famille Thiam, celle du nouveau président du PDCI et d'autres structures et personnalités. Et le programme des obsèques de l'ex-chef d'État se poursuit avec ce mercredi une veillée religieuse à la cathédrale Saint-Paul du Plateau et sur toute l'étendue du territoire national. C'est ici qu'on referme les portes de la revue des Unes de ce jour et on passe à une autre articulation de cette émission. C'est celle au cours de laquelle on va recevoir Larissa Ouattara qui nous propose une nouvelle astuce aujourd'hui. Bonjour
Larissa. Bonjour, monsieur Renaud. Comment ça va? Ça va. On va dire Renaud tout court. Hein? Ok. Sortons des formes. Comment ça va aujourd'hui? Oui, ça va. Et qu'est-ce qu'on nous propose pour ce numéro? Pour ce numéro, on vous propose des solutions pour éliminer les boutons et les taches. Ah. Oui. Bon, on est tous concernés, on a tous souvent quelques petits boutons qui nous fatiguent là. Oui, bon, j'imagine aujourd'hui, ça va pas sûrement que le test va se faire. Parce que mon visage, c'est bon, non? Oui, ça va, c'est net. Amine. Bon. Donc, pour tous les téléspectateurs qui ont des boutons qui les fatiguent, suivez attentivement Larissa. Oui, ou des taches. Alors, je vous présente ici le citron. Ok, les qu'on trouve plus à partout, présenter. hein. Voilà. Oui, le citron, le bicarbonate de soude et le miel. Ok. Alors souvent, on se pose la question de savoir comment on fait pour avoir des boutons. Bon. Il y a d'autres qui ont de l'apparition des boutons, mais qui ne savent pas vraiment qu'est-ce qui peut causer cela. Donc déjà, il y a le fait même de s'exposer au soleil. Oui, il fait très chaud. Oui, effectivement. Et il y a la mauvaise aussi hygiène. Ok. Qui fait qu'il peut avoir l'apparition des boutons. Et l'alimentation surtout. Ah ouais? Oui, moi personnellement, c'est l'alimentation. Quand je prends un peu de poids, le fait de consommer trop gras... Qu'est-ce qu'on ne doit pas manger? Non, il faut manger. Déjà, on en vient. On en vient. Là, j'explique déjà qu'est-ce qui peut créer ça. Et après, on va donner les solutions juste après avoir... On va aller step by step. Voilà, c'est ça. Donc moi, personnellement, quand je prends du poids, je sens qu'il y a des boutons qui sortent sur le visage. Donc, et je ne suis pas très à l'aise. Effectivement. Donc ça dépend aussi de ce que je consomme par contre. Donc ici, on a du citron qu'on va utiliser pour éliminer les taches. Et on a des personnes aussi, avec l'excès du sébum, les peaux sont très grasses. Donc on se dit, ah, parce que ma peau est grasse, les boutons sortent par-ci, par-là, comment me débarrasser de ça? En tout cas, si vous aimez le naturel, le bio, comme nous ici, je vous propose d'utiliser le citron. Et là aussi, ça va dépendre de votre type de peau. Comme là, je parle des personnes qui ont des peaux grasses, il est favorable que vous utilisez du citron. Et c'est tellement facile, vous le prenez, vous le coupez. Un citron frais, hein. Vous le prenez, c'est pas la peine de garder le jus. On en a sur tous les marchés, mais c'est un peu cher quand même actuellement. Oui, quand même, actuellement, c'est un peu cher, mais je pense que ça va vous aider. C'est encore mieux que d'autres solutions, voilà, pour ne pas citer effectivement. Donc, on va utiliser le jus de citron frais. On le met comme ça sur un coton-tige. Voilà. Et là, on l'applique tout simplement là où il y a les taches. Là où on sent les taches, on applique là et on laisse de 10 à 15 minutes. Quand on laisse ça comme ça, 10-15 minutes, après on lave le visage. Mais ce qu'il est recommandé pour toutes les solutions, il faut avoir un visage déjà propre. Ok, donc laver préalablement le visage. Effectivement. Bien propre et puis après on applique le citron. Oui. Pas beaucoup, hein, juste sur du coton-tige. Oui, juste sur du coton-tige pour cibler en fait là où il y a les taches. Et aussi les boutons, ou ça c'est seulement pour les taches? Ça c'est pour les taches. C'est pour les taches parce qu'il va permettre d'éclaircir en fait les parties noires. Parce qu'après quand on a des boutons, quand tu casses, il y a l'apparition des taches. Donc lui, il va éclaircir ces parties-là. Mais attention surtout, il ne faut pas s'exposer au soleil après. Une fois qu'on met le citron, 10 minutes à 15 minutes, on lave le visage. Si vous voulez vous exposer au soleil, si vous avez fait ça le matin, que vous devez sortir après, c'est mieux de mettre une crème solaire. Pour éviter, voilà. C'est mieux de mettre une crème solaire. Alors, pour d'autres personnes ou d'autres types de peau, les peaux mixtes et tout, on peut utiliser le bicarbonate de soude. Pour faire la même chose? La même chose. Non, pas forcément, pas pareil. C'est-à-dire avec le bicarbonate de soude, on le mélange avec un peu d'eau. On crée une crème, une pâte comme ça. Et on l'applique aussi sur soit les boutons ou les taches. Voilà, ça c'est soit les boutons ou les taches. Donc on met ça pendant 10 minutes comme ça. Et puis c'est bon, on lave le visage. Mais toujours sur une surface très propre. Il y a d'autres qui vont demander, est-ce que c'est seulement le visage? J'insiste sur le visage parce que c'est là-bas que les boutons apparaissent beaucoup. Le visage est la partie du corps la plus exposée. Voilà, effectivement. Et on a aussi le miel. Le miel qui va lutter contre les bactéries. Oui, le citron, lui, il va éclaircir. C'est vrai qu'il va lutter un tout petit peu. Mais pour lutter beaucoup contre les bactéries, c'est le miel. Donc, on prend le miel, on le met aussi là où on sent les boutons et les taches. Parce que ça aussi, c'est pour les deux. Voilà, les boutons et les taches. Donc, quand on a fini de traiter, on applique le miel ou bien en dehors des deux que vous avez proposés? Non, en dehors, c'est soit ça, voilà, soit l'un, soit l'autre. L'un des trois. Voilà, mais pas le mélange, je vous en prie. Soit l'un. Bien écoutez, Larissa n'a pas dit de mélanger. Il ne faut pas venir dire après que la dame a dit on prend les trois, on les met ensemble et on l'applique sur le visage. Voilà, parce que c'est délicat. J'ai parlé aussi pour les peaux grasses, favoriser surtout le citron. Les peaux sèches, ce n'est pas la peine. C'est pas la peine. Vous pouvez utiliser soit le miel ou le bicarbonate de soude. Donc on prend le miel, on l'applique aussi là où on sent qu'il y a des boutons, il y a des taches. Mais là, on laisse durer plus longtemps.
ça va faire au moins 20 minutes. Oui. Vous pouvez aller même jusqu'à 25 minutes. Au lieu de 15 minutes du citron et du Minutes, bicarbonate. effectivement. Et là, avec le miel, quand on a fini, est-ce qu'on peut s'exposer au soleil? On peut sortir de la maison? Avec le miel, il n'y a pas de problème. Donc le miel, c'est la meilleure solution alors? Oui, le miel, le bicarbonate de soude, il n'y a pas de souci. Ok, c'est seulement avec le citron qu'il faut faire attention. Voilà, effectivement. Okay. Donc une fois qu'on applique, on rince toujours à de l'eau tiède. Okay. Et vous pouvez le faire seulement une fois par jour, c'est bon. Une fois par jour, vous remarquez. Et puis là aussi même, ça élimine les cicatrices. Souvent, on a des blessures, ce n'est pas forcément les boutons, mais souvent on a des blessures et tout. On a besoin, on a une cicatrice qu'on veut éliminer. On peut utiliser le miel. Il est très bien aussi. Larissa, vous avez parlé du nombre de fois qu'on doit le faire. Ça veut dire quoi? Si on commence ce traitement-là, on le fait quoi? Pendant combien de jours? Vous avez dit une fois par jour. On le fait pendant combien de jours pour être sûr d'avoir un résultat optimal? C'est à vous de regarder parce que on ne sait pas, chacun a sa peau. Moi, je peux avoir une peau qui ne garde pas forcément de cicatrices. Voilà, effectivement. Donc, c'est à vous-même d'observer. Quand vous voyez que les choses commencent à s'améliorer, vous arrêtez et puis c'est bon. Donc, on va conclure là-dessus. Hein. Oui, effectivement. Donc, ce que je voulais ajouter, c'est qu'il faut faire très attention pour éviter, parce qu'on peut utiliser ces solutions, mais si on ne fait pas attention à comment prendre soin de nous-mêmes, ça pourra revenir encore. Donc, évitez de mettre déjà la main trop sur le visage et tout. Nettoyez-vous. Peu importe. La main n'est pas très propre, mais voilà. Donc, il faut éviter de trop toucher le visage, se nettoyer. Et hydrater aussi la peau. Hydrater la peau, c'est sur ça qu'on va chuter. Larissa, merci Larissa Ouattara pour ces astuces qui permettent d'éliminer les taches et les boutons sur le visage. Et ces 3 solutions-là que vous avez proposées, miel, bicarbonate ou citron, pour permettre d'avoir une peau du visage clean, parfaite. Et merci Larissa. La semaine prochaine, vous serez avec nous encore pour d'autres astuces et ça sera avec Thierry Angeval. Nous, on va continuer à vous entretenir tout au long de cette émission et on passe par un reportage qui nous parle à nouveau du Saint-Esprit. On a célébré la Pentecôte le week-end passé et le Saint-Esprit continue à descendre sur nous. On vous propose de regarder cet élément qui nous est proposé par la régie. Le Saint-Esprit est Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, il est trinitaire. Il est en 3 personnes. On a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc, tous ces 3 personnes ne formant qu'une seule personne, le Saint-Esprit est Dieu. C'est tout un mystère, on va dire, c'est le mystère de l'Église. Ça va au-delà, on va dire, de la compréhension humaine. Le Saint-Esprit n'est pas égal à Dieu parce que Dieu, il est le Créateur. Le Saint-Esprit est une créature. Il ne peut pas être égaux. Le Saint-Esprit est Dieu. Il est Dieu parce que c'est l'Esprit de Dieu. Une partie de Dieu, la 3e personnalité donc de Dieu exprimée. Père, Fils, Esprit. Moi, je ne crois pas à ça. Moi, je connais un seul Dieu, qui est le Dieu qu'on adore. Et puis, il a des prophètes qu'il a fait venir. Dieu n'a pas d'enfants, il n'a pas de frères et ni sœurs. Il est unique. Bon, selon mes connaissances, le Saint-Esprit est Dieu. Vu que Dieu déjà est un esprit, et que c'est un esprit saint. Donc, pour raccourcir un peu du Dieu est un Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Je m'explique. Parce que selon l'Écriture, quand Jésus partait, quand Jésus montait, il disait que j'enverrai sur vous un esprit, le consolateur, celui-là même qui vérifie. Donc le consolateur n'est que la représentation spirituelle de Dieu. Parce que nous disons Dieu est esprit. Donc on dit Saint-Esprit. Et on met le mot saint parce qu'il y a plusieurs esprits. Il y a des esprits impurs, il y a des esprits démoniaques. Mais quand tu veux parler de Dieu, tu mets saint. C'est pourquoi on dit Saint-Esprit. Donc Saint-Esprit, c'est le Dieu. Selon moi, le Saint-Esprit n'est pas Dieu. Bon, parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui disent que le Saint-Esprit m'a touché, qui donnent des révélations, et puis tu vas devenir toi, tu vas devenir et puis ça ne se réalise pas. Or, pourtant, quand le Saint-Esprit touche normalement ce qu'il dit, ça doit être vrai. Dans moi, chez moi, les pasteurs ils blasphèment, ils sont dans le faux. Le Saint-Esprit est Dieu parce que en Dieu, il y a Dieu le Père, il y a Dieu lui-même, il a son Fils en lui, il y a le Saint-Esprit. C'est-à-dire, nous formons un seul corps, mais on a notre âme et notre esprit. Donc le Saint-Esprit est Dieu. Parce que Dieu, c'est un esprit. Et pour descendre là, lorsqu'on l'appelle, il ne peut pas venir avec le corps humain. Donc il vient avec la forme, il vient en esprit. Pour moi, je dirais que le Saint-Esprit est Dieu
Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc Dieu est Saint-Esprit. Il est esprit parce que la parole de Dieu dit que Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Et donc il est partout. Donc il est esprit et il est Saint-Esprit. La sainteté parce que Dieu est l'être suprême. Il n'a pas de péché. C'est lui qui nous a créés. Donc il est saint. Il est saint. La Bible l'appelle le saint. Justement, merci de nous suivre et surtout de regarder tous les éléments que nous vous proposons. Le Saint-Esprit, justement, pour chacun, on a sa conception de la chose. Ce qu'il faut retenir, c'est que le Saint-Esprit, c'est justement cette sainte Trinité-là. On est toujours en votre compagnie et à Matin Bonheur, l'objectif aussi, c'est de vous offrir des parcours inspirants pour vous permettre justement de voir que vous pouvez y arriver dans tout ce que vous entreprenez, peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez ou, je veux dire, même si vous pensez ne pas avoir été gâté par la nature. Et c'est le cas de celui que nous allons recevoir maintenant. Il s'agit de M. Diawara Mamadou, quelqu'un qui est parti de rien et qui aujourd'hui a atteint un niveau de réalisation qu'on ne pouvait pas imaginer pour quelqu'un comme lui. Bonjour M. Diawara. Bonjour, merci de venir à Matin Bonheur pour partager avec nos téléspectateurs votre parcours qui est des plus inspirants et qui va permettre, j'en suis sûr, à des personnes qui nous regardent ce matin de se dire s'il y est arrivé, nous aussi on le peut. Inch'Allah. Comment ça va? Ça va. Bonne arrivée à Matin Bonheur. Merci. Voilà, M. Diawara Mamadou, vous êtes quelqu'un qui aujourd'hui a atteint un niveau qu'on ne pouvait pas imaginer pour vous. Vous êtes arrivé en classe, vous êtes arrêté plutôt en classe de CM2 et aujourd'hui vous êtes à la tête d'une entreprise prospère. Comment ça s'est passé? Bonjour d'abord. Oui. Bonjour à toute l'équipe de RTI. Oui. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous regardent ici. Il faut dire que rien n'est facile dans la vie. C'est bien cela. Voilà, d'abord je me présente, je suis M. Mamadou Diawara. Je suis importateur de 2 à 3 roues en Côte d'Ivoire. Oui. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Rien n'est facile, surtout dans la vie. Surtout un début de quelqu'un qui vient d'une famille modeste, pas trop aisée, et qui arrête en même temps les études et qui se jette dans la vie active. Vous savez que ce n'est pas facile. Donc, ce n'était pas un début qui était facile, mais par la grâce de Dieu, on se maintient. Et c'est justement de ce parcours-là qu'on veut parler avec vous. Oui. Dites-nous, comment vous passez d'un élève qui arrête l'école en classe de CM2 à aujourd'hui importateur de 2 roues et 2 et 3 roues et aussi propriétaire d'une entreprise qui monte les tricycles ici en Côte d'Ivoire? Comment ça se fait? Oui, il faut te dire que ce n'est pas facile, ça n'a pas été facile, mais dans la vie, il faut se donner des convictions, il faut se donner des convictions, des objectifs, et vraiment, c'était ça. Il faut être déterminé, et il faut avoir la confiance en soi, et chercher la confiance des autres, se mettre au travail. Monsieur Diawara, ça c'est le discours que tiennent tous les gens qui ont réussi. Oui. Vous arrêtez l'école au CM2. Oui. Comment vous vous y prenez? Vous faites l'apprenti quelque part, je ne sais pas moi, vous faites, je ne sais pas, dites-nous, quand vous arrêtez l'école au CM2, oui, qu'est-ce qui se passe? Parce que ça, ce que vous venez de dire là, c'est ce que dit Bill Gates. Ce que dit... Comment vous avez fait, M. Diawara? Oui. Non, je veux dire, ça n'a pas été facile. Oui, ça on l'imagine. Ça n'a pas été facile. D'abord, quand moi j'arrête, d'abord, il faut te dire que quand tu arrêtes comme ça les études très tôt, d'abord, tu ne vas pas être en accord avec tes parents. Ça, c'est bien cela, c'est clair. Donc, ça veut dire que tu crées déjà une rébellion au sein de la famille à ton égard. Oui. Donc, il faut prendre son destin en main. C'est cela. Donc, du coup, moi, je me suis dit, si j'ai décidé d'arrêter, il ne faut pas aussi baisser les bras ou bien être dans la rue sans rien faire. Déjà, au CM2, comment vous vous dites, attends, moi, je ne veux plus aller à l'école? Dans la tête d'un enfant de CM2, comment ça se passe? Non, c'est pas. On ne conseille pas aux élèves d'arrêter très tôt. Mais pourquoi vous décidez d'arrêter? D'accord, je vous explique, je vais terre à terre. Oui. On ne conseille pas à un élève d'arrêter très tôt. Mais en même temps, tout le monde ne peut pas. Le destin de tout le monde n'est pas. Oui, d'aller jusqu'au terme de sa scolarité et tout cela. Voilà. C'est à cause de ça même je demande à l'État de Côte d'Ivoire de faire comme le Canada. Au moment où les élèves ont franchi le CM2, ils vont à l'école. Il faut les orienter. Il faut les orienter aussi dans la vie active. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut être bureaucrate.
ou bien DG d'une société, ou bien être tant de personnes qui travaillent dans le gouvernement. Donc, il faut donner la chance aussi aux gens d'aller à l'école, en même temps faire aussi... Pour ceux qui ont d'autres vocations... D'autres vocations, aller le faire. Là, le jour où la personne, l'école ne lui réussit pas, il n'est pas désorienté. Voilà, donc c'est un peu ça. On va marquer une petite pause avec notre invité, M. Mamadou Diawara, je le rappelle, hein, quelqu'un qui a un parcours inspirant, qui est à la tête d'une entreprise qui monte des tricycles ici en Côte d'Ivoire et qui a réussi à s'imposer dans son secteur d'activité malgré le fait qu'il n'ait pas été gâté par la vie et qu'il ait arrêté ses études en classe de CM2. Ça sera juste après le flash qui nous est servi par Léon Bro pour son 2e G. À tout à l'heure. Se réunir autour d'un bon repas est une tradition chez nous. Comme à toutes nos rencontres, il y a toujours beaucoup de joie partagée. Mais surtout au menu, de bons plats de riz La Rizière. Son goût unique et son parfum captivant font de chaque repas un moment de pur bonheur. La Rizière, la source du bon riz. C'est reparti pour les bonnes affaires sur le groupe RTI. Du 13 mai au 16 juin 2024, faites les bonnes affaires à l'occasion de la fête des mères en bénéficiant de réductions exceptionnelles allant jusqu'à 60% dans nos différentes agences. Institut de beauté, spa, bijouterie, joaillerie, artisans, fleuristes, enseignes textiles, enseignes électroménager, cette offre est la vôtre. Rendez-vous vite dans nos agences RTI Publicité, agence RTI Pub Plateau, agence RTI Pub de Plateau Vallon, agence RTI Pub Yopougon Cosmos, agence RTI Pub Boaké. Les bonnes affaires, c'est chez nous. Allume-la! Allume la télé, talk show qui propose une autre lecture de l'information, de la société et des médias. Une certaine conviction, qu'est-ce qui t'a convaincu de rejoindre la série Les Perles de Babi? Une envie de faire du cinéma ou bien plus que ça? Déjà le cachet. C'est un chef braquet, tu vois pas son visage. Retrouvez Jean-Michel Aunet et vos guest stars du lundi au vendredi à 18h15 sur RTI 1 et sur tous les canaux digitaux du groupe RTI. Bienvenue dans le 2e flash de ce matin. À Bali, en Indonésie, la voix de la Côte d'Ivoire entendue au 10e Forum mondial sur l'eau, et c'est à travers le ministre Laurent Tchagba, chef de la délégation ivoirienne, panéliste de haut niveau sur le thème « Les rizières pour la planète et les hommes ». Le ministre des Eaux et Forêts a présenté la politique de notre pays en matière de gestion des ressources en eau et les efforts du gouvernement pour intégrer les technologies et innovations agricoles. On en parle avec Eugène Atoubé. Ils sont 5 ministres, dont l'Ivoirien Laurent Tchagba, chef de délégation de la Côte d'Ivoire, à intervenir lors de ce panel de haut niveau organisé par la Banque mondiale à ce 10e Forum mondial de l'eau à Bali. Panel portant sur le thème des rizières pour la planète et les hommes. Les panélistes ont présenté les politiques de leurs pays respectifs en matière d'agriculture et de gestion des ressources en eau, étant entendu que l'agriculture est grande consommatrice d'eau. La Côte d'Ivoire, par la voix de Laurent Tchagba, a montré son engagement à moderniser son agriculture et notamment la riziculture à travers l'agroforesterie. L'objectif visé est d'atteindre la sécurité alimentaire par la sécurité de l'eau. Mais surtout, comme l'indique le ministre des Eaux et Forêts, devant ses pairs et les experts de la Banque mondiale, contribuer de manière significative à la réduction de l'empreinte carbone du riz. Pour produire du riz au niveau national, il faut absolument maîtriser l'eau. Mais en même temps que le riz consomme de l'eau, le riz reproduit du gaz carbonique, surtout le méthane. Et c'est pour ça que nous avons essayé d'expliquer à la Banque mondiale qu'en Côte d'Ivoire, nous pouvons faire le tandem entre la culture du riz et la production des forêts. Autour des bas-fonds, on peut créer les plantations de bois et le bois qui a la propriété de consommer le gaz carbonique va consommer le gaz carbonique qui est produit par le riz. La riziculture en Côte d'Ivoire engloutit d'importantes quantités d'eau.
À l'horizon 2030, la quantité de cette eau utilisée est estimée à environ 9 milliards de mètres cubes, dans un contexte où, à cette même échéance, la Côte d'Ivoire met un accent particulier sur la réduction de 30% des émissions de carbone. Hors de nos frontières, visite de 24 heures du président français en Nouvelle-Calédonie, Emmanuel Macron essaie de reprendre la main sur ce dossier sensible de l'archipel alors que le calme n'y est pas encore revenu. Au Burkina Faso, nouvelle série d'affrontements entre terroristes et forces régulières. Plusieurs militaires et supplétifs VDP tombés dans l'est du pays vendredi et lundi dernier. Voilà pour l'information de ce matin. L'actualité revient à 10 h. Très bonne journée à vous tous sur RTI 1. Très bonne journée à vous aussi, hein, Léon Bro. Nous, on continue de vous entretenir. Justement, nous sommes avec M. Diawara Mamadou, on l'a dit, hein, quelqu'un au parcours inspirant, chef d'entreprise qui est passé par 1000 situations pour aujourd'hui se hisser au sommet hein, de la chaîne sociale, malgré le fait qu'il ait arrêté ses études en classe de CM2. Et on l'a dit, tout est possible si on y croit et si on s'en donne les moyens. Monsieur Diawara, donc on était en train de parler hein, de votre parcours. Vous avez arrêté l'école en classe de CM2 et juste après, j'imagine que vous êtes passé par plusieurs situations. Comment ça s'est passé? En quelques mots. Ça n'a pas été facile. Oui. Il faut dire que quand j'ai arrêté, je n'avais pas du boulot. Donc il fallait se créer un boulot et pour survivre. Donc j'ai commencé à vendre du carburant. Oui. Prendre le bidon de 25 litres, aller à la station. Je vais payer du carburant 25 litres. Je viens détailler devant mon portail. Au lieu de 500 le litre, moi j'ai fait à 650 pour gagner au moins une maille bénéficiaire de 150 chaque bouteille. C'est dans ça que je vivais. Ça, c'est l'enfant qui a arrêté l'école en classe de CM2 qui a commencé à vendre du carburant. À vendre du carburant. Ok. Voilà. Même si ce n'est pas une activité à conseiller à des enfants parce que manipuler du carburant, ce n'est pas quelque chose d'intéressant. Donc j'ai commencé à vendre du carburant. Oui. Non, mais j'ai vendu du carburant un peu. Et puis un jour, j'ai un ami qui m'a vu devant mon coin de carburant, où je vendais du carburant. Il m'a dit, monsieur Diawara, qu'est-ce que vous faites ici? J'ai dit, ah, mais c'est ce que j'ai fait. Je vends du carburant, je vends de l'huile de moteur. Ceux qui n'ont pas la chance d'aller dans les stations, dans les supermarchés pour aller payer ce qui est cher, moi je vends ça en détail. Donc ils ont commencé à... Ils ont commencé en aiguille, oui, donc vous avez continué. Encore 2 mois plus tard, il est revenu me voir. Il dit, bon, cherche un magasin. La moto que j'avais, je n'avais pas d'argent. J'ai vendu la moto et je suis allé prendre... un petit magasin. Oui. Lui, il était dans le nord du pays, il a commencé à envoyer des motos. Je vends un peu, je prends ma marge bénéficiaire et je ramène son argent. Et de fil en aiguille, aujourd'hui, d'autres situations se sont créées. Moi-même, aujourd'hui, ça va. Ce mec même, moi-même, je le fournis aujourd'hui. Donc, c'est ça. Et je dis, quels ont été les principaux défis que vous avez dû affronter sur ce parcours-là? Il faut dire que ça n'a pas été facile. On a eu beaucoup de défis. D'abord, les défis financiers. Oui. Et on l'imagine. Défis de professionnalisme. Parce que quand l'activité commence à prendre forme, il faut organiser l'activité. Chacun doit connaître sa part. Ou c'est dans le secteur où il doit intervenir. Il faut organiser l'entreprise. Il faut constituer une entreprise en bonne et due forme. Des défis aussi financiers, ce n'est pas facile. Et justement, comment vous avez pu surmonter tous ces défis-là? Oui, parce que ça n'a pas été facile, mais je me suis dit, j'ai commencé. J'ai arrêté l'école. Oui. Vous n'avez plus le choix. Je n'ai plus le choix d'échouer. Je suis, en tout cas... Vous êtes obligé de réussir. Dans ce secteur. À vos parents que vous aviez... Que j'ai choisi. Donc, je me suis donné une détermination d'affronter tous les défis qui étaient sur ma route. Qui étaient sur votre chemin. Et je veux dire, pourquoi vous l'avez dit, hein, vous vendiez du carburant d'abord, après vous avez un ami qui vous a amené à prendre un magasin. Oui. Maintenant, après, comment vous vous retrouvez dans la vente d'engins à 2 roues et le montage de tricycles aujourd'hui? D'accord, le montage de la vente des 2 roues, c'est ça, l'ami, il a commencé à m'envoyer les motos. Donc du coup, moi, j'ai commencé à maîtriser mon travail parce que j'ai pris ça avec 2 bras. Oui. Donc j'ai cherché à maîtriser, j'ai cherché à mieux connaître l'activité et à mieux m'orienter dans le secteur. Donc aujourd'hui, je vais à la phase de montage des tricycles. Je commercialise des tricycles aussi dans la sous-région. On voit ici à l'image quelques engins qui sont sur l'écran là-bas. Ça, c'est le point de vente de Daloa. Ça, c'est le point de vente de Daloa.
Voilà, donc on a des entrepôts et bien d'autres en cours. Oui, justement, Daloa, où vous avez installé votre entreprise de montage de tricycles. Oui, l'entreprise de montage. Et pourquoi c'est la ville de Daloa que vous avez choisie? Parce que il faut dire que Daloa est la ville qui a, en tout cas, côté de jeunesse, les jeunes de Daloa, vraiment... Mais on sait qu'à Daloa, c'est l'un des points de départ des migrants. Des migrants. Oui. Donc, quand moi je voyage aussi, Dieu m'a donné la chance de voyager. Oui. Quand je voyage, quand je croise mes jeunes frères avec les aînés, je leur dis, mais qu'est-ce qui vous pousse à aller prendre de l'eau? Toujours passer par l'eau, par la mer pour venir en Europe. Ils me disent, ah, M. Diawara, on n'a pas les mêmes situations. Quand j'imagine aussi, ils ont raison. Parce qu'à Daloa, il n'y a pas d'usine, il n'y a pas d'activité concrète. Alors que c'est la capitale du Haut-Sassandra. Donc j'ai décidé de mettre une usine d'assemblage, parce que je trouve aussi, ce n'est pas la faute à l'État. Parce qu'il y a des pays développés. L'État ne peut pas tout faire. Voilà, l'État ne peut pas tout faire. Il faut aider l'État. Il faut aider l'État à employer aussi les jeunes, si tu as le moyen. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi pas ne pas créer une usine d'assemblage. Donc je suis en train de créer l'usine d'assemblage. On attend les machines, si Dieu me donne les moyens. Donc, au moins, ça va donner au moins 500 emplois à la jeunesse du Haut-Sassandra. C'est une manière aussi de contribuer à aider l'État de Côte d'Ivoire. À résorber cette question cruciale du chômage des jeunes. Et en tout cas, vous faites œuvre utile. Et M. Diawara, nous sommes en train de partir vers la fin de notre entretien. Quel conseil donnerez-vous à des personnes qui, comme vous, n'ont pas eu la chance d'aller loin dans les études et qui pensent que, puisqu'elles n'ont pas de diplôme universitaire, elles ne peuvent pas se lancer dans l'entrepreneuriat? Oui, le conseil que je peux donner à mes frères, en tout cas, de se donner des objectifs et d'être honnêtes dans tout ce qu'ils vont faire, dans tout ce qu'ils vont entreprendre, d'être sérieux, de prendre le travail avec courage, avec sincérité. Bon, c'est ça, quoi. Voilà. Même si elles n'ont pas été, ces personnes-là, loin dans les études. C'est bien cela. Oui, mais c'est ça. Et je veux dire, de tout votre parcours, s'il y a un fait que vous devez relever, que vous voulez partager avec les téléspectateurs, ce serait lequel? Ce qui vous a marqué. C'est-à-dire, pendant que vous étiez en train de vous chercher, comme on dit chez nous ici, quelque chose qui vous a marqué, ce serait quoi? Il faut dire que ça n'a pas été facile, parce que quand moi j'ai commencé, c'était fort. C'était dur. C'était dur. Parce que tu as trouvé des concurrents, de gros concurrents sur le marché. Et toi, tu viens t'injecter dans ce domaine, tu n'es pas allé loin à l'école. Donc, ce n'est pas facile. C'est pas facile. Mais qu'est-ce qui vous a marqué? Ce qui m'a marqué, j'ai un ami, l'ami qui m'envoyait les motos. Bon, on lui passe le bonjour. Hein, l'ami qui m'envoyait les motos. Il y a un qui était mon concurrent dans la zone, qui s'est levé, aller voir mon ami pour dire, mais pourquoi tu donnes tes motos à ce monsieur? Ce n'est pas un bon type. Et le monsieur m'a appelé avec le nom de la personne à l'appui pour dire, mais pourquoi ce monsieur, tu l'as fait quoi? Je lui ai dit que non, moi je n'ai rien fait, mais c'est Dieu. Dieu a fait que cette semaine, j'ai pu commercialiser tous les motos que le jeune m'a donné. J'ai donné son argent et j'ai dit au monsieur, moi je ne veux plus travailler avec toi. Le monsieur s'est déplacé, venu chez moi pour dire pourquoi. J'ai dit non, je ne travaille plus avec toi. Il dit parce que moi je vais suivre Dieu. Avec ce que je travaille d'habitude, je vais travailler avec eux. Et je vous dis que ce jour-là, le monsieur a fait plus de 2 semaines en train de me supplier, pardon. J'ai dit non, moi je ne travaille plus avec toi. Mais aujourd'hui, ce monsieur, moi-même, je le fournis les motos. Comme quoi, je veux dire, en toute chose, la probité, le courage et surtout la détermination payent. Et c'est tous ces éléments-là que M. Diawara a réunis en un seul pour lui permettre d'atteindre les objectifs qui s'étaient fixés dès le CM2, où il a arrêté les études et où il s'était mis à dos toute sa famille. M. Diawara, merci d'être venu partager ce parcours inspirant, fort avec nos téléspectateurs pour permettre justement à toutes ces personnes qui peut-être se posent des questions sur leur avenir, qui ne savent pas où donner de la tête et qui n'ont pas été loin dans les études et qui se disent, comme je ne suis pas armé au niveau du bagage intellectuel, je ne peux rien faire. M. Diawara est là pour nous montrer que tout est possible, si on croit. Merci infiniment. Merci. Et puis on vous souhaite plein succès dans vos activités. Restez assis. Nous, on va continuer bien évidemment à dérouler les pages de votre émission. Et à la suite de M. Diawara, nous allons recevoir un visage que vous connaissez bien dans cette émission, Dr Frédéric Zabidjo. Et avec lui aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, je suis sûr, va vous intéresser. À tout à l'heure.
Du 14 juin au 14 juillet 2024, vivez l'UEFA Euro 2024 avec le groupe RTI, le diffuseur exclusif en Côte d'Ivoire. Ne manquez pas cette expérience unique pour ressentir l'adrénaline de l'Euro 2024 avec le groupe RTI, votre partenaire exclusif de l'Euro 2024 en Côte d'Ivoire. Voilà, nous l'annoncions et il va venir maintenant pour nous parler d'un sujet relatif aux mères, celles qui sont toxiques et comment s'en libérer. On voudrait faire un coucou à toutes les mamans de Côte d'Ivoire et c'est avec Dr Frédéric Zabidjo que nous allons le faire. Et justement, avec lui aujourd'hui, Zabidjo avec ses belles tenues. Hein, merci infiniment. Me rendent jaloux. Merci. Comment ça va, frère? Ça va, par la grâce de Dieu. Voilà, on est très heureux de vous avoir avec nous. Mais moi aussi. On a célébré les mamans ce week-end-là, hein, pour la journée qui leur est dédiée pour la fête des mères. Mais avant, bien évidemment, on va s'intéresser à ce sujet-là relatif aux mères toxiques et surtout comment s'en libérer et se reconstruire. Bon, c'est clair que toutes les mères ne sont pas toxiques, hein. Mais bon, comme il y a toujours des exceptions qui justifient les règles, on va s'intéresser à celle-là. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces mamans toxiques? Gros paradoxe. Comment une mère peut donner vie à un enfant et puis devenir pour l'enfant toxique? C'est le gros paradoxe. Et comme ça arrive, il faut en parler. Donc une mère toxique, c'est une maman qui, à force de pouponner son enfant, à force d'être présente dans la vie de l'enfant, à force de l'empêcher de se construire, devient pour l'enfant une sorte de poison. Or, le poison a pour caractéristique majeure de détruire. Donc, sans le savoir, elle détruit la vie de son enfant en croyant bien faire, malheureusement. Justement, là, on a mis le pied dans le plat. Hein, c'est ça. Justement, en parlant de comment les mères deviennent toxiques. Mais justement, jusqu'à quel moment on se dit, bon, attends, il y a une ligne qui est en train d'être franchie, ça commence à devenir un peu toxique? La difficulté, c'est que la maman qui est toxique ne se rend pas compte de sa toxicité. Elle ne sait pas qu'elle est en train de devenir un danger. Elle ne sait même pas qu'elle est un danger. Elle croit bien faire. C'est là le problème. Et en général, l'enfant, il souffre. Il souffre de la présence intrusive de sa mère. Il souffre de trop plein de câlins. Il souffre de la trop grande protection de sa mère. Malheureusement, il n'a pas toujours les moyens de se défaire de ce carcan qui pèse sur lui, en fait. Et c'est là toute la différence. La maman, elle ne sait même pas que... Elle ne s'en rend même pas compte. Elle ne s'en rend pas compte. Elle pense qu'elle est en train de bien faire. Mais justement, c'est quoi le bon dosage pour une mère? Parce qu'il y a beaucoup de mères qui nous regardent, je suis sûr, qui vont se reconnaître dans ce que vous êtes en train de dire. C'est quoi le bon dosage qu'on devrait faire pour éviter de trop peser sur nos enfants? Il faut comprendre déjà les objectifs de l'éducation. Comprendre que l'objectif majeur de l'éducation, elle se trouve à deux niveaux. Donner une autonomie et de l'indépendance à son enfant. Quand on sait ça, c'est toujours facile, hein. Voilà. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais... Elles sont très protectrices. Voilà, c'est de comprendre qu'il faut que mon enfant devienne autonome et indépendant. Et pour qu'il soit autonome et indépendant, j'ai besoin de ne pas être trop présent. Parce que quand je suis présent, j'empêche son autonomie. Quand je suis trop présent, j'empêche son indépendance. Donc déjà, ça, c'est d'intégrer ça. Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui intègre ça, malheureusement. On s'est dit, il faut que je sois là, il faut que je le protège. Parce que la fragilité de l'enfant amène à ça, appelle à ça. Donc les parents privilégient plutôt le côté fragile de l'enfant, le côté où il est nécessaire de le protéger, plutôt que la nécessité de le rendre autonome et indépendant. C'est ça la difficulté. Mais justement, cette difficulté-là, je veux dire, comme je le disais tantôt, je suis sûr qu'il y a beaucoup de femmes qui sont en train de se dire, mais attends, je me reconnais dans ce que M. Zabidjo est en train de dire, est-ce que je suis toxique? Donc là, avec tout ce que vous évoquez comme signe, celle qui est assise à la maison, quand elle se dit, bon, attends, on dirait que je suis toxique, qu'est-ce qu'elle doit faire? Déjà, avant d'arriver à ce qu'elle doit faire, il faut qu'elle sache déjà les principaux signes qui montrent qu'elle est toxique. Et le premier signe, c'est que la maman toxique, par exemple, elle est intrusive. Elle s'intègre dans la vie de l'enfant sans son consentement. Donc elle peut rentrer dans sa chambre. Dans sa chambre. Ça, c'est quand l'enfant devient adulte. Elle peut faire le menu de l'enfant. Elle prépare à manger chez elle, elle envoie ça à son fils ou à sa fille. C'est pas mauvais en soi, docteur? C'est pas mauvais, mais c'est pas de le faire tous les jours. Ça peut se faire une fois en passant. Une fois en passant, mais pas tous les jours. Quand vous le faites, quand vous venez préparer, par exemple, pour votre fille et votre beau-fils, bon, quel est le rôle de votre fille dans le foyer alors?
De votre belle-fille, vous voulez dire? De votre belle-fille, pardon. Non, la belle-fille, votre fille déjà, et puis son mari. Oui. Quand vous venez préparer pour les deux, votre fille, elle fait quoi dans le foyer? Voilà. Et ça devient compliqué. Il faut savoir qu'on a des limites. La maman, elle a son foyer, sa fille a son foyer. Et dans son foyer, c'est elle la cheftaine. Il faut qu'elle reste la cheftaine. Donc là, la maman, elle est intrusive. Donc quand une maman a cette caractéristique-là, il faut qu'elle sache qu'elle est un peu toxique pour son enfant. Deuxième chose, c'est que la maman toxique, elle est dominatrice. Oui, forcément. Elle a tendance à s'imposer, à imposer ses vues, et elle l'impose de façon physique, de façon verbale aussi, de façon psychologique surtout. Elle a toujours raison. Elle a tendance à guider, à conduire, à orienter. Donc, pendant qu'elle est dominatrice, la caractéristique majeure qui va avec ça, elle devient violente. Donc, cette violence-là, elle va se voir soit dans le physique, dans le comportement, ou ça va se voir aussi dans la psychologie. Je veux dire qu'on prend des décisions et on l'impose à l'enfant, par exemple par des chantages, par des menaces. La violence va exister ici. Bon, donc les belles-mères qu'on traite souvent de méchantes, d'acariates et tout ça, ce sont des moments toxiques. C'est pas forcément, mais dans la plupart des cas, quand on regarde de près leur comportement, on voit que c'est plus destructeur pour la personne qu'elle pense protéger. Et dès lors que ça devient destructeur pour la personne, alors la personne qui est auteur de ça est toxique. Bon, on a plein de témoignages de femmes qui se plaignent de leur belle-mère, qui estiment que leur belle-mère les envahisse, qui veulent tout contrôler dans leur maison et tout et tout. Mais quand j'écoute ce que vous êtes en train de dire, c'est carrément la maman toxique. Oui, et malheureusement, ça a tendance à beaucoup exister en Afrique surtout. Parce qu'on a une vie communautaire et on a tendance à croire qu'un enfant, il ne vieillit pas, il ne grandit pas. Donc, quand on a un enfant qu'on aime beaucoup, la maman a tendance à continuer à jouer son rôle de mère, même quand cet enfant-là devient un adulte. Elle continue ce qu'elle faisait avec l'enfant. Et en le faisant, elle pense lui rendre service, alors qu'elle est en train de le desservir en fait. Donc c'est normal que sa femme aussi s'en plaigne, parce que je ne crois pas qu'elle serait heureuse, la maman qui est toxique, elle serait heureuse que quelqu'un d'autre vienne lui faire la même chose dans son foyer. Donc c'est cela. Et c'est pour ça qu'il faut attirer l'attention des gens. C'est vrai qu'on aime, mais quand on aime, on a envie que celui qu'on aime s'émancipe. On a envie que celui qu'on aime devienne indépendant et autonome. C'est facile, hein? Voilà. C'est pas facile, mais il faut y arriver. Il faut le comprendre et il faut y arriver. Et la maman toxique, souvent, en général, quand on regarde, on voit que c'est une maman qui est défaillante. Défaillante dans l'éducation, défaillante dans sa présence. Elle n'est pas très présente. Et quand elle est là, elle veut forcément rattraper les choses par des moyens ou d'autres et tout. Et finalement, on finit par étouffer, en fait. Mais on ne se rend pas compte. Parce que le lien familial est tel qu'on a peur de faire des remarques désobligeantes à la belle-mère, par exemple, ou à la maman même. On a peur de certaines réactions et du coup, on s'en tient à carreau, en fait. Et c'est là, c'est un peu compliqué. Surtout que dans nos conceptions africaines, les parents ont toujours raison. Ont toujours raison. Même si la maman, on estime que son comportement n'est pas très agréable, on lui donne toujours raison. Maintenant, docteur, quand on a fini de dire tout ça, quelles sont les étapes pour se libérer d'une maman toxique? Je veux dire, pour lui faire comprendre que, attends, là, il faut quand même desserrer un peu la ceinture parce qu'on étouffe. La première chose à faire, ce que je vais dire, ce n'est pas dans l'ordre chronologique, hein, mais je le dis comme ça. La première chose à faire, c'est vraiment déjà de comprendre que je vis une situation que je ne supporte pas. Il faut que je le réalise. Parce qu'il y a des gens qui ne le réalisent pas. Ah ouais? Oui, il y a des gens qui sont là, ils voient que leurs parents sont très très présents dans leur vie. Les gens, leur épouse ou bien leur époux attirent leur attention, mais ils regardent le lien qui les lie à leurs parents, ils privilégient ces liens-là au détriment de leur propre bonheur. Ils se disent que, bon, c'est ma mère, donc ils laissent faire. Oui, bon, donc, après, voilà. On se dit, est-ce qu'on a le choix? On a toujours le choix. Donc, c'est de comprendre que ce que ma mère fait, ce n'est pas fait pour mon bonheur, en fait. Ça me détruit. Comprendre ça déjà. Quand on a compris, on a accepté une situation, on a déjà fait la moitié du parcours de guérison, en fait. Première chose. Deuxième chose, il faut apprendre à se faire accompagner. À se faire accompagner par des professionnels. Parce que quand on est trop impliqué dans une situation, on ne voit pas toujours les travers. On n'a pas assez d'auteur pour des reculs pour voir
en quoi est-ce que ce qu'on est en train de vivre là est toxique pour nous-mêmes et pour notre entourage. Parce qu'il ne faut pas oublier, par exemple, moi je suis un homme, si ma mère est trop intrusive dans ma vie, si ma mère est trop présente, trop manipulatrice et tout, elle me fait du mal, mais pas qu'à moi seul, à mon épouse et à mes enfants. Donc comprendre que c'est toute une famille qu'on est en train de détruire comme ça. Et ça aura un impact sur le long cours. Déjà réaliser ces choses-là pour se dire, bon, il faut que je me fasse assister de quelqu'un qui a suffisamment de recul pour me faire voir, quelqu'un qui a suffisamment d'autorité pour me faire comprendre, quelqu'un qui a suffisamment de recul également pour qu'il m'emmène à accepter. Donc il faut que ce soit un professionnel, se faire accompagner. Et quand on se fait accompagner, on peut également pratiquer certains sports qui vont nous enseigner à dire non, à réagir. Par exemple, les arts martiaux. Comment donner des coups quand on en reçoit, comment recevoir des coups, encaisser, etc. Rassurez-nous, docteur, les coups, c'est pas pour la belle. non, c'est pas les coups physiques. En fait, c'est pour dire que il faut que j'apprenne à dire non, stop. Non, là, il y a des limites à ne pas franchir. Moment, tu peux aller jusqu'à tel niveau, mais tu n'as pas le droit, par exemple, de rentrer dans mon intimité à tel autre niveau. Mais justement, en parlant d'intimité, puisque vous avez évoqué les situations où ça joue sur l'harmonie des couples, comment la personne, par exemple, si c'est la mère du monsieur qui a ce comportement intrusif-là, comment son épouse devrait se comporter? Parce que généralement, quand les épouses commencent à relever cela, ça crée des tensions dans les foyers. Donc comment l'épouse devrait se comporter face à cette situation? Est-ce qu'elle devrait à chaque fois attirer l'attention de son mari pour lui dire « Attends, ta mère, elle exagère, machin et tout », ou bien y aller, mais de façon assez diplomatique? C'est quoi la bonne formule que ces épouses-là devraient adopter? C'est la diplomatie dans la communication. C'est compliqué. Souvent, on est excédé. On est excédé, c'est vrai. Ça ne va plus, on a tout essayé, ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez, quand on regarde les raisons qu'on a de poser un acte, on va toujours poser l'acte. Il ne faut pas regarder les raisons qu'on a de poser un acte. Il faut plutôt regarder l'intérêt à poser cet acte-là de façon objective. Donc, moi, je vois que la mère de mon épouse est très, très présente dans ma vie de couple. C'est en train de détruire mon couple. Je vais attirer l'attention de sa fille, mais il faut que j'y mette la bonne manière. On peut tout faire, on peut tout dire en y mettant la manière. Mais quand, en faisant observer à mon épouse, ou quand c'est mon épouse, en voulant me faire observer que ma mère est toxique, si elle se met dans une posture de quelqu'un qui est concurrente ou rival de ma mère, c'est clair que je risque de ne pas comprendre et de ne pas, si vous voulez, donner droit à ce qu'elle est en train de réclamer de moi. Donc tout se trouve dans la manière. Quand on fait les choses, il faut le faire avec diplomatie, trouver les bons mots, attirer l'attention en exposant de façon claire ce que cela pose comme problème sur notre vie, sur nos ressentis, sur comment ça oriente nos émotions, etc. Très souvent, on s'arrête au descriptif des faits, sans aller à ce que cela provoque comme dégâts dans notre vie et ce que cela provoque comme émotion. Quand je vous dis que vous m'avez insulté, c'est un fait. Si je m'arrête à ça, on ne comprendra pas peut-être certaines de mes réactions. Donc, vous m'avez insulté. Voici les dégâts que ça fait dans ma vie. Et voici ce que ça suscite en moi comme émotion. Quand vous aurez compris ça, je suis sûr que vous allez pouvoir vous excuser facilement. Mais si je m'arrête au fait pour dire que, Monsieur Renaud, vous m'avez insulté, la première réaction que vous aurez, la première tendance, c'est de vouloir vous justifier. Oui, je l'ai fait parce que, et puis on ne s'entend pas. Or, mon objectif, ce n'était pas que vous vous justifiez, c'est que vous compreniez que vous m'avez fait mal. Oui, et que vous excusiez, justement. Et justement, quand on a fini de comprendre tout ça, quelles sont les étapes pour se libérer? Pour se libérer, comme j'étais en train de dire là, déjà comprendre qu'on est dans une situation toxique. Deuxièmement, apprendre à affronter la mère. Mais comment? Voilà. Non, en dressant des barrières claires. Ma maman vient chez moi, je ne suis pas obligé, c'est-à-dire, elle peut me faire des remarques, mais il ne faut pas que je me sente obligé de donner droit à tout ce qu'elle va me faire comme remarque. Parce qu'en le faisant, je suis en train de me nuire, je suis en train de nuire à tous ceux qui sont autour de moi. Donc, il faut que j'apprenne à l'affronter. Quand je dis affronter, vraiment, c'est avec mesure et diplomatie. Voilà, non, c'est pas aller contre elle avec des gants, non, c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est de dire stop. C'est de dire ici, pas là. C'est de dire voici ta zone.
Celle-là, c'est ma zone à moi. Celle-là, c'est la zone de mon épouse. J'imagine que ça ne va pas être forcément facile. Je disais, si une mère ne comprend pas, voilà, et que ça tourne à l'affrontement et tout ça, après, comment on gère tout ça? Et surtout, comment on se reconstruit psychologiquement? Donc, on va chuter sur ça. En se faisant accompagner pour se reconstruire, en se faisant simplement accompagner, en prenant des décisions courageuses, en observant qu'on est dans les problèmes. Déjà, en faisant ça. Et puis, quand on sait qu'on est dans une telle situation, c'est vraiment de réaliser qu'on peut toujours dresser des limites aux gens en les emmenant, surtout quand il s'agit de la belle famille ou bien de nos familles, en faisant en sorte que ces parents-là vivent dans leur zone de confort. Je veux dire, c'est parce que ma maman, si je suis adulte, comme je le suis là, ma maman va venir faire 6 mois chez moi, c'est là que ça va entraîner des problèmes. Ma maman, elle reste là où elle est, voilà. On se voit peut-être 2 ou 3 jours, elle est chez elle, je l'entretiens, je joue mon rôle d'enfant vis-à-vis d'elle, mais là où elle est. Je crée les conditions pour qu'elle soit à l'aise là où elle est, il n'y aura pas de problème. Mais quand je me dis, je n'ai pas le choix, alors qu'on a toujours le choix, mais on feint de ne pas avoir le choix, ou alors on ne regarde pas les opportunités qu'on a, oui. Et on s'enferme dans des cul-de-sac, en fait. Donc, c'est comme ça. Il faut qu'on essaie d'être le plus clairvoyant possible pour détecter les besoins d'épanouissement de nous-mêmes et de nos proches, en fait, comme notre femme et nos enfants. Et c'est justement sur ce point que nous allons chuter pour notre entretien avec Dr Frédéric Zabidjo. Venez avec moi. Dr Frédéric Zabidjo qui est venu nous dire comment se libérer d'une relation toxique. J'espère que vous allez suivre toutes ces indications qu'il a données et surtout éviter de vivre pareille situation. On a été très heureux de vous entretenir pour ce numéro de Matin Bonheur, 3e de cette semaine. On va se retrouver, Dieu voulant, demain pour un autre numéro de votre émission qui a été réalisé aujourd'hui par Jacques Brou avec qui l'esprit est toujours bon. Bonne journée sur les chaînes du groupe RTI.